Nous sommes un soir de mars 1973 et Pink Floyd vient tout juste de sortir son dernier album. Le monde s'apprête alors à découvrir les battements répétitifs introduisant le premier titre et tient entre ses mains la couverture mythique de The Dark Side of the Moon. Une pochette cartonnée composée d'un large carré noir de 31,6 cm, pochette sur laquelle figure un prisme triangulaire traversé par un faisceau lumineux, se scindant en un spectre de couleurs et renfermant le nouveau 33 tours du groupe britannique. Car oui, à l'époque, il y avait largement plus de chances de découvrir un disque à travers sa pochette qu'en entendant résonner ses premières notes, que ce soit en fouillant dans les racks d'un disquaire local ou juste avant d'entamer la première écoute sur le tourne-disque familial. Aujourd'hui, la taille de cette pochette a largement été réduite. Cette image compressée en quelques pixels est désormais affichée dans un carré d'à peine 3 cm. Une taille 99% plus petite que celle de la pochette d'un 33 tours. Et plus encore, cette pochette défile désormais dans un flux infini de contenu, cohabitant avec des centaines d'autres images de même taille. Du vinyle en passant par le CD et jusqu'aux plateformes de streaming actuelles, le format de la pochette d'album a largement évolué avec le temps, s'adaptant aux contraintes techniques de chacune de ces époques. Et cette transformation majeure qui s'est opérée ces 50 dernières années nous pousse à nous poser la question: est-ce que la pochette d'album a encore de l'importance ? Impacte-t-elle encore la visibilité d'un album ? Sert-elle toujours à prolonger l'œuvre d'un artiste ou est-elle devenue qu'un simple outil marketing, une simple icône minuscule permettant simplement d'identifier la place d'un titre dans une playlist ? La musique accompagne l'humanité depuis des millénaires, mais cela ne fait que depuis moins d'un siècle qu'elle s'est liée à une véritable stratégie d'image. À l'époque, la musique n'était pas aussi nomade qu'elle peut l'être aujourd'hui. Si l'on voulait en écouter, il fallait se rendre là où on en jouait. En effet, ce n'est qu'en 1887 que le premier disque apparaît. Avec le gramophone d'Emil Berliner et son 78 tours, la musique s'installe dans les foyers. Et pourtant, il faudra attendre 1938, plus de 50 ans après, pour découvrir la première pochette de disque comme on la connaît aujourd'hui. Et cette première pochette, on la doit à Alex Steinweiss. À cette époque, les 78 tours avaient déjà séduit le grand public, mais l'aspect marketing était loin d'être aussi poussé que ce qu'on rencontrera des années plus tard. Les disques étaient alors vendus dans des sortes de coffrets cartonnés, regroupant plusieurs disques, car les contraintes techniques du format ne permettaient pas d'enregistrer plus de 5 minutes d'écoute par face. Il fallait donc plusieurs disques pour découvrir une œuvre en entière. Ces coffrets, on les surnommait des tombstones, parce que le seul moyen de les différencier dans les rayons, c'était de lire la petite inscription sobre à l'avant du coffret, un peu comme une épitaphe gravée sur une pierre tombale. Ces tombstones étaient souvent d'une couleur unie, sans image, et on retrouvait à l'intérieur plusieurs pochettes prédécoupées, laissant apparaître l'étiquette centrale des disques. C'est dans ce contexte qu'intervient Alex Steinweiss. Fraîchement diplômé, il intègre Columbia Records à seulement 22 ans en tant que directeur de la publicité. Et très vite, il propose de remédier à ces visuels de tombstone beaucoup trop ternes. Il veut que chaque coffret ait son propre visuel, qu'il évoque la musique qu'il contient et attire le regard d'un potentiel acheteur. Dans un premier temps, Columbia est plus que réticente. Et pour cause, pourquoi changer une formule qui fonctionne déjà ? D'autant que cette idée impliquerait forcément des coûts de production supplémentaires. Mais Steinweiss n'abandonne pas. Il profite de son temps libre pour dessiner quelques pochettes, et finalement, Columbia lui donnera sa chance. Pour ce premier essai, le sujet est un best-of des chansons de Rodgers and Hart, un duo de Broadway très populaire à l'époque. Steinweiss se rend alors à l'Imperial Theatre de New York, un théâtre intimement lié au duo, et demande au propriétaire de modifier brièvement la devanture du bâtiment. Car oui, à l'époque, pas de Photoshop ni de retouches, tout devait donc se faire à l'ancienne, à la main. Smash Song Hits by Rodgers and Hart est donc inscrit sur la façade du théâtre. Steinweiss photographie ensuite le bâtiment, qu'il détourne à la main, ce qui donne à la pochette un aspect presque suspendu, très avant-gardiste pour l'époque. Enfin, pour finir, il appose en grand la mention Columbia Records. Et c'est ainsi qu'est née la première pochette de disque illustrée de l'histoire. Et avec elle, le début d'une nouvelle révolution dans l'industrie musicale. Ravi du résultat, Columbia laisse alors à Steinweiss la liberté d'expérimenter de nouveaux visuels. S'en suivront des années de travail acharné qui feront naître un grand nombre de pochettes. Et pour cause, les ventes explosent. À titre d'exemple, pour une sortie de la symphonie héroïque de Beethoven, Columbia constate par rapport à une version identique non packagée
une augmentation des ventes de 895%. La pochette de disque devient alors la norme, et s'ensuit une longue carrière pour Steinweiss, qui participera quelques années plus tard à créer la fameuse pochette cartonnée que l'on connaît aujourd'hui, avec l'arrivée des 33 tours. Son travail prolifique et avant-gardiste feront de Steinweiss une référence et inspirera des années de création par la suite. Si l'on observe les pochettes de disques des années 50, on constate que la plupart restent très largement dénominatives. La pochette n'a pas encore sa fonction narrative. Pour l'instant, la photo ne prédomine pas encore. Les pochettes sont donc majoritairement illustrées et on retrouve alors des dessins et peintures modernistes très inspirés par le graphisme américain d'après-guerre. Les quelques photos ou portraits restent quant à eux très posés avec des mises en scène très classiques. Mais bien évidemment, on observe quelques acteurs qui vont contribuer à définir une esthétique visuelle plus originale des pochettes de disques. C'est le cas de Blue Note Records, label de jazz, qui dans les années 50 fait appel à Red Miles, un graphiste américain. Les créations de Miles posent les bases d'un style nouveau, très inspiré du style suisse de l'époque. Des compositions géométriques, des typographies audacieuses, une utilisation très contrôlée de la couleur et des photographies recadrées, souvent tirées du travail du photographe Francis Wolff, avec qui il collabore régulièrement. Red Miles ne cherche pas seulement à illustrer la musique. Son travail traduit visuellement le rythme et l'énergie du jazz moderne. Il contribue à donner une véritable identité visuelle au disque de Blue Note Records et influencera profondément le design des décennies suivantes, du rock au hip-hop, en passant par la pop. Il faut attendre les années 60 pour que la pochette quitte progressivement la logique illustrative et informative héritée des années 50. Si au début des années 60, l'esthétique se concentre largement sur la mise en valeur des stars de l'époque, à travers des portraits photographiques qui restent dans la continuité des années 50, au milieu de la décennie, les codes changent. L'influence du rock pousse à une harmonisation plus marquée de l'image et de la musique. Les photographies sortent peu à peu du studio pour être prises en extérieur, les cadrages brisent les compositions classiques et on constate les premières expérimentations graphiques. À la fin de la décennie, la contre-culture du rock psychédélique mène à une créativité totale. La pochette devient alors une œuvre à part entière. C'est à cette période qu'apparaissent les pochettes d'albums tels que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, Are You Experienced de Jimi Hendrix ou The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd. Les artistes cherchent de plus en plus à poursuivre leur vision artistique à travers le visuel, allant même jusqu'à collaborer avec des grandes figures du moment. C'est d'ailleurs ce qu'a pu faire le groupe Velvet Underground et Nico avec Andy Warhol. Cette collaboration donnera lieu à ce visuel et sa banane mythique, qui en plus de contribuer à redéfinir les codes de la pochette, fait de celle-ci un objet interactif, en laissant la possibilité au public de peler la dite banane, laissant apparaître l'intérieur du fruit coloré d'un rose, dont la connotation, je pense, n'a pas besoin d'être expliquée. Une nouvelle ère musicale qui forge donc de nouveaux codes visuels et nous mène aux années 70, époque dont il est impossible de parler sans évoquer le studio qui va révolutionner l'imagerie de la pochette. Fondé à Londres en 1968 par Storm Thorgerson et Aubrey Powell, Hipgnosis va littéralement révolutionner les codes de la pochette d'album. Leur tout premier projet, et pas des moindres, c'est la pochette du second album de Pink Floyd dont les membres sont des amis d'adolescence du duo. Un premier travail dont l'approche se distingue totalement de ce qui se fait dans les années 50 et 60. Leur vision, c'est celle du concept visuel. Ils ne cherchent pas à décrire la musique ou à en faire la promotion, mais à suggérer, à interloquer ou à marquer. Leur but, ce n'est plus d'expliquer la musique, mais de la faire ressentir à travers des métaphores visuelles, des scènes absurdes, poétiques, parfois même dérangeantes. Hipgnosis redéfinit la pochette d'album comme un espace narratif, une histoire parallèle à celle de la musique. Et la puissance de leur image va très vite séduire les grands artistes de l'époque qui s'arrachent leurs idées. Tout est réalisé à la main, souvent avec de vrais décors, et des expérimentations photographiques qui, encore aujourd'hui, impressionnent par leur précision. Un mantra qui nous offre des anecdotes plus invraisemblables les unes que les autres, une soixantaine de ballons gonflables dans le désert du Sahara, un énorme cochon de 12 mètres de long flottant dans l'espace aérien londonien, une statuette posée au sommet des Alpes et prise en photo depuis un hélicoptère, ou une simple vache posée dans un champ. Leur travail est truffé d'anecdotes loufoques dont je vous invite à découvrir tous les détails dans le documentaire Squaring the Circle qui retrace tout le travail du studio. Mais s'il y a bien un travail du studio qui a marqué l'histoire de la pochette d'album, c'est bien celui de The Dark Side of the Moon, sans doute l'une des pochettes les plus iconiques encore aujourd'hui. Une couverture minimaliste et symbolique qui est devenue une véritable icône culturelle.
Et si cette pochette est la première non photographique du studio, elle rappelle étrangement le travail d'Alex Steinweiss, notamment sa pochette pour le concerto pour piano en mi bémol majeur de Beethoven. Alors l'influence n'est à première vue pas du tout volontaire, l'idée d'une pochette plus graphique que photographique ayant été soufflée par le claviériste de Pink Floyd, Rick Bright, et l'inspiration principale semblant venir d'un magazine de physique sur la réflexion de la lumière, comme le mentionnait Poe. Mais la ressemblance met surtout en avant à quel point Steinweiss avait été visionnaire à l'époque. Ce qui marque avant tout dans le travail d'Hypnosis, c'est cette vision sans concession et ce besoin de pousser chaque détail, d'imaginer chaque signification. Des choix francs qui donnent parfois des airs de sabotage. Comme cette fois où ils ont enflammé à 15 reprises un cascadeur pour la cover de Wish You Were Here, allant jusqu'à brûler le bord de l'image elle-même pour finalement disposer les albums dans un emballage noir en magasin. Expérience qu'ils réitèrent sur In Through the Outdoor de Led Zeppelin, l'un des travaux les plus onéreux du studio, qu'ils finissent par vendre dans une simple pochette craft. Le manager du groupe leur ayant confié que le seul problème d'Hypnosis, c'était leur prix, et qu'ils pourraient tout aussi bien vendre Led Zeppelin dans du papier craft. Ou bien encore la fois où Aubry a dû trouver un mouton et un canapé de psy pour un shooting à Hawaï, pour finalement imprimer cette photo dans un cadre de 3,5 cm pour l'album de 10cc. Et c'est justement dans ce jusqu'au boutisme que l'on trouve la force d'Hypnosis, qui signera un grand nombre de pochettes cultes avant de fermer ses portes avec l'arrivée de l'ère du clip vidéo. Et pour cause, leur gestion financière n'était pas des plus réfléchies. Storm racontait qu'aucun budget n'était jamais imposé, les artistes payaient ce qu'ils pensaient être juste pour le travail fourni. Poe de son côté expliquait que leurs idées nécessitaient souvent de larges moyens de production et que de ce fait, il était rare de faire un large profit. Malgré tout, Hypnosis aura imposé une idée essentielle. La pochette d'album n'est pas un simple emballage, c'est un prolongement de la musique, une expérience sensorielle complète à part entière. L'ère Hypnosis prend donc fin avec l'arrivée du clip vidéo. Le 1er août 1981 marque le lancement de MTV et le premier clip diffusé par la chaîne sonne comme un signe prémonitoire. Video Killed the Radio Star des Buggers. Si les débuts de la chaîne ne sont pas aussi évidents que ce que l'on pourrait croire, le pari d'MTV finira par porter ses fruits et édifiera le clip comme un standard visuel pour les artistes. Mais la démocratisation du clip vidéo est aussi le signe d'un changement plus large dans l'industrie musicale, la montée de la starification des artistes dans les médias. Clips, télévision, affichage géant, magazines, ces outils qui ne sont pas forcément nouveaux pour l'époque sont désormais de plus en plus utilisés par les labels et majors pour promouvoir leurs artistes. La pochette d'album n'est donc plus le seul support visuel pour la musique. Et ce changement progressif va laisser place à une sorte de retour en arrière. On repasse d'un aspect narratif à un aspect plus figuratif et identitaire. Le portrait redevient un standard sur les pochettes, bien que porté par plus d'originalité que ceux des années 50-60. Les artistes sont désormais des stars, et le portrait permet rapidement à l'auditeur de les identifier. En parallèle, le hard rock ou le punk adoptent des visuels plus graphiques et illustrés. Cette approche marque la rupture entre la posture du rock classique et celle de ces nouveaux genres plus rebelles et contestataires. Une imagerie plus brute qui traduit l'énergie de ces genres à travers des codes plus agressifs et provocateurs. Que ce soit à travers l'aspect do-it-yourself du punk mêlant collage et découpage porté par le travail de Jimmy Reed, ou bien à travers l'imagerie visuelle du hard rock dans laquelle on retrouve des logos typographiques massifs, des mascottes cartoonesques ou des illustrations détaillées fantastiques créant un univers visuel puissant et plus immersif. Mais ce n'est pas le seul changement de cette époque. En 1982, un an après le lancement d'MTV, apparaît le format CD. Si son adoption comme un format standard n'aura lieu qu'à la fin des années 80, l'arrivée du CD marque une première réduction de l'importance de la pochette. Celle-ci ne fait désormais plus que 12 cm, perdant donc un peu de son impact visuel, et l'arrivée des leaflets dans les boîtes plastiques oriente le packaging des albums vers une direction plus éditoriale. De plus, le CD contribue aussi à rendre l'album plus nomade, une transition qui avait déjà commencé avec les cassettes audio, qui dépasse peu à peu les ventes de vinyle au milieu des années 80 avec l'arrivée du Walkman de Sony en 1979, mais aussi des autoradios à cassettes qui s'installent dans les voitures du grand public au milieu des années 70. Avec les cassettes puis les CD, l'album se transporte. Il nous accompagne désormais au quotidien, que ce soit dans nos trajets ou dans nos activités. L'album ne s'écoute donc plus seulement chez soi, la pochette entre les mains ou posée à nos côtés. C'est le rituel de l'écoute qui évolue. En 1990 débarque une révolution qui va largement bouleverser le design graphique. Photoshop et la création assistée par ordinateur.
Et cette révolution ne va pas épargner la pochette d'album. Après une ère largement marquée par les portraits, les visuels évoluent une nouvelle fois pour des créations plus expérimentales et des collages plus complexes permis par l'arrivée de la PAO. Mais cela n'est pas la seule révolution de l'époque qui va contribuer à la transformation de cette esthétique. Nous sommes à Paris à la fin de l'année 1996. L'équipe de Virgin Londres et une partie de Virgin France s'apprêtent à découvrir sur un Ghetto Blaster dans un petit studio parisien un album qui marquera un tournant pour la musique électronique. Homework de Daft Punk. Et le nom de cet album reflète bien le changement qui s'opère dans la production musicale durant cette période. Le studio, avant très onéreux, s'installe désormais dans les chambres, les garages ou les salons des artistes. S'il était auparavant impossible de produire un album sans l'aide d'une major ou d'un label, le home studio change complètement ce fonctionnement. Les années 80 et l'arrivée des synthétiseurs et boîtes à rythme abordables vont contribuer à la genèse de nouveaux sous-genres. La techno avec les séquenceurs, la house avec la TR-909 ou le hip-hop très marqué par la TR-808. La musique devient plus intime, plus expérimentale, elle se transforme et avec elle, les visuels évoluent. Avec ces nouveaux genres qui émergent et ces approches numériques plus expérimentales, les codes commencent à évoluer en s'associant de manière différente. D'un côté, le portrait continue à être un choix de prédilection. C'est le cas pour le R&B qui emprunte les codes de la starification à la pop. Une esthétique que le hip-hop va lui aussi s'attribuer en utilisant le portrait comme un moyen de mettre en avant une attitude, un visage, une personnalité, tout en se réappropriant les codes avec une approche plus brute et plus fidèle à l'identité et aux thèmes abordés par le genre. Cette appropriation du portrait fonctionne parfaitement pour un style qui cherche à mettre en avant des trajectoires de réussite et qui trouve dans le portrait un support idéal pour valoriser l'ego trip ou les success stories que l'on retrouve chez certains artistes. C'est aussi une manière de mettre en lumière une authenticité et une réalité sociale qui vient directement de la jeunesse du genre. En parallèle, des genres comme le rock alternatif, le grunge, le punk ou l'électro suivent une direction totalement opposée. Ils s'éloignent du visage et du portrait pour aller vers quelque chose de plus conceptuel à travers des collages, des textures ou des typographies. On se retrouve avec des visuels presque abstraits, plus proches du design graphique, avec une approche héritée d'Hypnosis où la pochette raconte une idée plutôt qu'un artiste. Ces deux visions vont donc cohabiter et dessiner peu à peu le paysage visuel de la musique dans les années 90. Même si dans certains cas, les artistes peuvent s'essayer à emprunter les codes d'autres genres pour créer une rupture ou pour les détourner. On s'approche donc de la fin de l'évolution visuelle dans les pochettes d'albums. Avec l'hégémonie du format MP3, l'industrie du disque est alors largement touchée par le piratage. Une partie de la musique circule à nouveau sans aucune image. Les albums téléchargés illégalement se retrouvent réduits à de simples dossiers sans couverture, une sorte de retour involontaire au visuel générique des tombstones. Les genres explosent avec l'arrivée des home studios et laissent place à des artistes plus indépendants qui vont naturellement influencer le visuel des pochettes. Dans les années 2000, on observe à la fois des mouvements plus minimalistes, plus épurés, sûrement en réaction à la saturation numérique des années 90, mais aussi des visuels plus graphiques ou expérimentaux. Cette transformation de la production se traduit par l'arrivée d'une scène indie depuis les années 80-90, à travers différents genres majoritairement liés au rock et qui trouve son parallèle plus tard dans l'électro ou le rap. Cette vague indie, basée sur le rejet des majors, des formats radio et des esthétiques trop lissées, laisse place à énormément d'expérimentations, souvent très marquées par le fait maison. On retrouve donc dans les années 90 puis 2000 des pochettes plus ou moins psychédéliques ou expérimentales, encore une fois héritées des codes des années 70, et d'autres plus minimalistes qui puisent elles aussi dans des références plus anciennes. Si les artistes les plus connus continuent à créer des pochettes pensées pour le format physique, l'ère du streaming permet aussi aux plus petits de ne plus avoir besoin de grandes productions pour partager un projet. La pochette devient alors presque équivalente à une miniature de vidéo créée avec les moyens du bord avant de poster un titre sur SoundCloud ou sur les plateformes de streaming. Désormais, la pochette est affichée dans un cadre d'environ 200 pixels, le plus petit format qu'elle n'ait jamais connu. Comme on le disait au début de cette vidéo, si la taille de la pochette d'album a été réduite de 99% en 50 ans, paradoxalement, l'importance d'avoir une image forte n'a jamais été aussi cruciale. À l'ère du streaming, où la musique est devenue immatérielle et interchangeable, l'identité visuelle reste un repère essentiel. Le streaming a complètement changé la manière dont on consomme la musique. On ne tient plus un disque entre les mains, on scrolle. On navigue parmi des playlists où on découvre des singles à travers un mix aléatoire conçu par des algorithmes. Et comme tout se passe désormais dans l'immatériel, les artistes cherchent naturellement à recréer du lien dans le réel. Vinyle, édition limitée, merchandising, objets physiques, tous ces éléments qui permettent d'incarner leur univers.
Avec l'arrivée du streaming, les enjeux autour des ventes de disques et des écoutes ont aussi largement changé. Les écoutes en streaming rapportent très peu par rapport aux ventes physiques. Et donc, mécaniquement, la vente d'objets dérivés, qu'il s'agisse d'albums, de vinyles ou de merch, devient aussi un moyen d'accroître les revenus. Pour les artistes à petite ou moyenne audience, c'est parfois le seul moyen de pérenniser un projet et de s'assurer de pouvoir vivre de son art. Mais alors, quelles sont les stratégies pour assurer les ventes d'albums à une ère où la plupart des auditeurs payent déjà un abonnement pour accéder à toute la musique du monde? Comme je le mentionnais dans une précédente vidéo, les ventes de vinyle ont largement augmenté ces dernières années. Et j'expliquais que cette augmentation peut être liée à plusieurs choses. L'envie de renouer avec des objets tangibles, la dimension nostalgique ou exonostalgique, ou simplement l'envie de retrouver un geste plus lent, souvent associé à l'écoute sur vinyle. Un rapport mené par l'IFPI, paru en 2023, offre des chiffres intéressants. Parmi les acheteurs de vinyle, 19% achètent un album pour le rituel autour de l'écoute, 24% pour des intentions de collection, 22% pour posséder physiquement la musique qu'ils aiment, et 19% pour le plaisir d'observer la pochette physiquement. 4 types d'intentions d'achat qui semblent plutôt équilibrés. Et dans mon cas personnel, la dernière option semble être celle à laquelle je m'identifierais le plus. Si j'aime acheter des vinyles, c'est à la fois pour l'aspect collection et le rituel d'écoute que permet la lecture sur platine, mais c'est avant tout car j'aime avoir de belles pochettes dans mon salon. Alors oui, c'est peut-être une déformation professionnelle due à mon métier de graphiste, ou simplement due à mon amour pour les objets visuels, mais si je préfère acheter des vinyles plutôt que des CD par exemple, c'est avant toute chose car le format du vinyle est celui qui met le plus en avant l'aspect visuel et packaging de l'objet. Le visuel joue donc un rôle plus ou moins important selon les intentions d'achat. Dans sa thèse The Effect of Cover Artwork on Music Industry, Kendall Cook livre des chiffres similaires. Ici, Kendall ne distingue pas les différents formats physiques, les résultats prennent en compte à la fois l'achat de vinyle, de CD ou de cassettes. Mais voici ce qu'il ressort. 22% achètent une version physique pour la couverture de l'album, 12,5% pour la collection, 25% pour le désir de posséder un support physique, et enfin 37,5% pour pouvoir jouer l'album sur une interface précise, comme une platine, mais aussi dans une voiture par exemple. A noter que la thèse date de 2013 et que depuis, des technologies pour pouvoir diffuser de la musique depuis son téléphone dans les voitures se sont largement démocratisées. Mais ces chiffres restent intéressants, toutes les intentions d'achat ne sont pas influencées par le marketing. Les personnes voulant posséder leur musique physiquement ou voulant écouter leurs morceaux sur un système en particulier pour des raisons pratiques ou simplement par préférence, le feront même si la pochette d'un album n'est pas aussi attrayante qu'une autre. Par contre, dans d'autres cas, il semblerait que le marketing ait de grandes chances de pouvoir influencer l'intention d'achat. On l'a déjà mentionné avec ma personne et mon amour pour le fait de posséder de belles pochettes, mais on peut aussi ajouter dans l'équation le désir de vouloir collectionner différentes éditions de vinyle. Effectivement, pour les plus grands collectionneurs de musique, il n'est pas rare de chercher sur des plateformes comme Discogs des éditions qui auraient peut-être été diffusées dans des pays différents par leur groupe ou artiste préféré. Et ce désir de collection peut très bien être manipulé d'une manière ou d'une autre par les artistes. On voit ces dernières années des stratégies qui vont dans ce sens, avec des projets qui sortent sous différentes éditions plus ou moins limitées. On peut voir la mise en avant de vinyles colorés, de pochettes alternatives, ou même, dans certains cas plus récents, de pochettes aléatoires, qui apportent un aspect collection et qui peuvent pousser à l'achat de plusieurs produits du même artiste ou du même projet. Et c'est un peu la même chose pour les éditions limitées. Les collectionneurs les plus assidus vont avoir tendance à commander et acheter certains projets par peur de ne plus pouvoir mettre la main dessus plus tard, avant même d'avoir entendu le contenu du disque. L'aspect visuel joue alors un véritable rôle dans certaines intentions d'achat pour une partie des auditeurs, que ce soit dans le but de faire parler d'un projet, ou tout simplement dans le but de faire augmenter les revenus d'un artiste. Mais jusqu'ici, on parle surtout d'objets tangibles. Dans une ère où les plateformes de streaming sont principalement utilisées, est-il encore possible d'utiliser le visuel pour se démarquer ? Début 2024, Charli XCX dévoile la pochette de son nouvel album Brat. Si cette pochette crée les réactions de certains reprochant à l'artiste de ne pas être présente sur la couverture de l'album, le temps leur donnera finalement tort. Car en effet, la couverture est si facilement reproductible que les fans de l'artiste vont s'approprier le visuel. Le choix d'Arial comme police d'écriture principale et cette couleur si identifiable vont permettre l'hyper-reproductibilité de l'album. On retrouve ici les codes du mème, on embrasse la culture internet permettant à chacun de s'exprimer avec des codes que l'on peut facilement s'approprier. Si l'intention de départ de Charli XCX était de produire une pochette d'album qui ne nécessite que très peu de coûts de production, en mettant de côté l'idée d'une photo, cette stratégie minimaliste et l'exécution qui va être mise en place autour de l'album vont largement contribuer au succès de ce dernier. Et l'équipe de l'artiste britannique l'a rapidement compris, en laissant la possibilité de reproduire encore plus facilement la pochette grâce à un site web développé pour l'occasion.
Plus que cela, la personnalité de Charli XCX et les valeurs qu'elle met en avant autour du projet Brat ont largement contribué à faire de Brat Summer un événement populaire majeur. Et les stratégies visuelles de l'artiste ne s'arrêtent pas là. L'artiste britannique s'attribue parfaitement les avantages techniques que procurent les plateformes de streaming par rapport à l'objet physique. Pour appuyer le teasing du nouvel album, toutes les pochettes de sa discographie vont être modifiées sur les plateformes pour créer une uniformité autour de la nouvelle pochette. Encore récemment, avec l'annonce de la fin de la Bratera, l'artiste réutilise cette technique en gribouillant le nom de l'album, qui rouille quelques temps plus tard pour finalement changer le wording pour les 1 an du projet. De cette manière, l'artiste s'approprie l'outil nouveau qu'est la plateforme de streaming, en créant des easter eggs et des pochettes qui évoluent. Cela donne l'envie, ou en tout cas une raison, de revenir sur l'album des mois après sa parution. Avec Brat, Charli XCX montre à quel point le visuel reste important pour l'industrie musicale. Il peut faire parler d'un projet, le rendre viral et permettre aux audiences de se l'approprier. La stratégie autour de l'album montre qu'il est encore possible de créer quelque chose de nouveau à l'ère des plateformes, et que malgré qu'une pochette soit affichée à côté de milliers d'autres, il est encore possible à l'ère du numérique de se démarquer de la concurrence. Depuis l'époque moderne, on cherche à lier la musique à une image, qu'elle soit fixe ou animée, pour vendre davantage ou pour élargir l'univers d'un artiste. Et même si la taille d'une pochette d'album a été largement réduite ces 50 dernières années, son importance, elle, n'a jamais vraiment diminué. Bien au contraire, l'imagerie d'un projet n'a jamais été aussi déterminante. D'ailleurs, au moment où je finalise le montage de cette vidéo, les Grammy Awards ont décerné pour la première fois le prix de la meilleure pochette d'album à Chromacopia de Tyler the Creator. Une nouvelle récompense qui met en avant la valeur que la pochette apporte à l'industrie musicale et son impact sur la culture populaire à l'heure d'une ère numérique qui pourrait pourtant remettre en question son importance. Aujourd'hui, il est de plus en plus rare de découvrir un artiste à travers les premières notes d'un de ses titres. On le découvre à travers un extrait d'interview, une story Instagram, un TikTok ou bien le teasing d'un clip. L'Home Studio a simplifié la production, les plateformes ont simplifié la diffusion et des milliers de nouveaux titres émergent chaque jour. Si cette révolution est une vraie chance permettant à plus de gens de partager leur art, elle crée aussi un immense défi consistant à constamment se démarquer dans la densité de contenu qui nous est proposé. D'autant plus que la multiplication des supports impose une cohérence globale. Un artiste doit rester reconnaissable entre sa pochette, ses clips, ses réseaux, sa scénographie, sans perdre son authenticité. Cet aspect transmédia offre aussi un potentiel créatif incroyable. Des clips interactifs qui deviennent de véritables courts-métrages, aux lignes de vêtements et objets dérivés, jusqu'aux lives ou concerts intégrés dans les jeux vidéo. La recherche d'une identité authentique n'a donc jamais été aussi forte. Dans un article de It's Nice That qui a largement inspiré cette vidéo et explore les récentes campagnes visuelles autour des sorties d'albums, Zara Aftab se réfère à Holly Williams, directrice créative chez Studio Island, qui expliquait qu'avant de travailler avec The Last Dinner Party, le groupe avait pu au préalable préparer un dossier de près de 70 pages composé d'un ensemble de références qu'elle jugeait importantes et inspirantes pour leur univers. Un exemple marquant de l'intérêt que portent les artistes à créer un univers qui leur ressemble. Et le public est d'ailleurs très attaché à cette authenticité. On le constate très bien à travers les quelques polémiques engendrées par la création de visuels par IA pour les projets de certains artistes. Ce qui fait réagir ici, ce n'est pas tant l'usage de l'IA que le manque d'authenticité que l'on pourrait percevoir à travers un visuel entièrement généré. Si parfois son utilisation semble fonctionner dans l'intention de servir un propos ou une ambiance, la plupart du temps, ce procédé crée des images lisses et sans âme qui semblent plates et sans vie, comme le mentionnait Alison Fielding. L'authenticité et la projection qui en découlent dans l'univers d'une œuvre restent donc une véritable attente de la part du public. Cette espèce de branding de l'artiste qui commence de la direction créative de l'album et se poursuit à travers les visuels et le personnage qui incarne l'œuvre contribue largement au succès d'un artiste. Les fans de Sabrina Carpenter s'attendent à être plongés dans l'imagerie des 60s, là où ceux des Daft Punk s'attendaient à ce qu'ils refusent de prendre la parole à la remise de leurs Grammy Awards en 2014. C'est cette authenticité dans l'univers des artistes qui permet au public de s'identifier et s'approprier une œuvre. Et cela contribue encore aujourd'hui à mettre en valeur le talent des artistes et la complexité de leur univers. Et c'est justement là tout l'enjeu, comme atteste la remise en question de plus en plus courante du format album ou la fermeture prochaine des chaînes de clips d'MTV, les outils visuels et codes de l'industrie musicale semblent largement bouleversés par l'ère numérique. Il ne s'agit plus de créer quelques points d'accroche marqués par des visuels forts pour réussir la communication d'un projet, mais d'assurer une omniprésence sur les plateformes ou de rechercher une viralité. Effectivement, cette profusion visuelle peut devenir un bruit incessant, on peut s'y perdre ou même s'enlacer,
noyés dans l'immensité de contenus qui défilent devant nos yeux. Mais derrière tout cela, il reste la musique et des œuvres profondes à découvrir, parfois portées par des images aux histoires invraisemblables, qui sont bien souvent le fruit d'une collaboration artistique entre plusieurs humains. Et même si certains jours tout ce bruit semble devenir insoutenable, on peut toujours lancer l'un de nos disques favoris, s'allonger paisiblement et simplement fermer les yeux.